Alors, je vais prendre quelques minutes pour aussi raconter, peut-être qu'il y en a parmi vous, ou ceux qui sont dans les salles à côté, qui sont là pour la première fois ou qui sont venus pour écouter Sophie. Alors, je vais juste mettre rapidement un contexte. C'est dans le cadre donc, d'une série de leçons qui avait pour titre les verbes de l'écriture, qui se sont déroulées au cours des 2 derniers mois, et après chaque leçon, il y a un séminaire. Ce séminaire, j'ai pensé toujours les séminaires comme un pas de côté, en tout cas pas nécessairement une continuité, mais en tout cas une manière peut-être justement de fonctionner par association. Mais c'était surtout pour moi l'occasion d'avoir la chance d'inviter des gens que j'admire et que j'avais envie de rencontrer, et puis donc de partager cette rencontre. Alors, ceux qui ont suivi ces séminaires, ceux qui les ont suivis, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu d'écrivains qui ont été invités. C'est évidemment bien réfléchi de ma part. L'idée était pour moi d'inviter surtout des personnes avec qui il était possible où l'écriture pouvait dialoguer avec autre chose qu'elle-même. Les artistes, ceux qui relèvent de l'artiste, ceux qui s'en approchent le plus, c'était évidemment Louis Langret et Bénédicte Trémolière, qui sont des artistes qui sont peut-être pas tant dans la création d'une œuvre que dans l'interprétation d'une œuvre. Donc, de toutes les personnes que j'ai invitées, il n'y avait pas d'artistes qui mettent au monde une œuvre, qui créent une œuvre. Et je voulais évidemment terminer avec une artiste ou un artiste qui crée une œuvre, qui porte un monde, qui porte, qui est possédé, qui est hanté, enfin, qui a tous les verbes de l'écriture. Et les hasards, la vie, enfin, je vais pas le raconter parce que ça serait trop long. Lorsque ça m'est apparu vraiment comme une évidence, une fulgurance de demander à Sophie Calle de venir faire ce dernier séminaire autour du verbe finir, comment est-ce qu'on finit, du verbe mourir, comment est-ce qu'on termine une œuvre, c'était ça la question, comment est-ce qu'on finit, comment on sait que c'est terminé, comment on fait un point final ou bien le dernier coup de pinceau. Bon, c'était ça un tout petit peu la question. C'est que, évidemment, je connaissais le travail de Sophie depuis plusieurs années comme spectateur, comme auditeur, enfin, je ne sais pas, comme visiteur, comme lecteur aussi, parce que Sophie est à la fois une photographe, une réalisatrice, une plasticienne et une écrivaine, et qui, en tout cas, qui, par rapport à la notion du regard, de ce que c'est que de voir, travaille aussi avec un outil qui est le sien, qui est l'intimité, c'est son laboratoire, c'est ce qu'elle a à portée de main, avec lequel elle fait des œuvres qui percent notre propre intimité. Or, une des récurrences qu'il y avait dans son travail, c'est justement la mort. Et alors, ça m'a semblé véritablement Alors, quand je l'ai contactée, je me disais, elle n'aura pas le temps, elle n'aura pas envie, et elle m'a dit oui, mais tout de suite. Alors, je lui laisserai évidemment la possibilité de vous raconter pourquoi elle a dit oui tout de suite comme ça. Et donc, c'est vraiment une chance immense pour moi simplement déjà de faire un séminaire, mais que ce soit de cette manière que la leçon, le cours se termine. Je voudrais simplement vous dire, parce que la manière avec laquelle ça va se passer, c'est que Sophie va prendre la parole, elle va vous présenter quelque chose pendant à peu près une demi-heure. Il faut juste que vous sachiez une chose, et là je m'adresse à ceux qui vont regarder, qui seraient amenés à regarder la retransmission. Je ne parle pas de ceux qui sont aujourd'hui ici au Collège de France, mais ceux qui vont regarder la retransmission, il y aura une vidéo qui ne sera pas accessible à ceux qui regarderont plus tard ce séminaire. Cette vidéo montre, c'est la vidéo qui montre la mort de la mère de Sophie. Évidemment, Sophie n'a pas nécessairement envie que cette vidéo se retrouve sur Internet et c'est très important qu'elle soit présente dans le lieu même au moment où cette vidéo soit présentée. Qu'elle soit filmée dans la salle. Comment ? Ni qu'elle soit filmée dans la salle. Voilà, c'est ça, et qu'elle ne soit surtout pas filmée dans la salle. Donc vraiment, en fait, évidemment, c'est pas une comédienne qui joue. Vous allez
Enfin, c'est la réelle mort, donc elle n'est pas faite ni pour être filmée, ni pour être enregistrée, tout simplement d'être, on va dire, communier, d'être avec, de se poser devant, avec, voilà. Bien. Donc, cela étant dit, Sophie, je te laisse la parole, et une fois que tu auras terminé de nous montrer ce que tu as envie de nous montrer, on poursuivra la conversation. Merci. Tu m'offres ton verre d'eau. Tu voudras un verre d'eau. Merci. Quand Wajdi Mouawad a donné sa leçon inaugurale au Collège de France, il a qualifié sa présence d'imposture. Que devrais-je dire ? Je suis allée 6 mois à l'université de Nanterre et j'ai obtenu, d'après mes souvenirs, une maîtrise ou au minimum une licence. Si je ne me souviens pas, c'est que je n'y étais pas. Car Jean Baudrillard m'avait conseillé de voyager plutôt que de traîner à la fac. Et durant plusieurs années, il a ajouté mon nom sur les copies de ses meilleurs étudiants. J'ai ainsi appris au Mexique que j'étais diplômée. Quoi qu'il en soit, Wajdi Mouawad plus le Collège de France, ça faisait beaucoup. Je raconte souvent cette anecdote. Je désirais rencontrer un homme dont l'intelligence me paralysait. Il a accepté de déjeuner avec moi. Ma joie fut gâchée par la crainte de ne pas être à la hauteur. Afin de me tranquilliser, je lui ai demandé de quoi nous allions parler. Il a fixé le thème. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? J'ai révisé toute la semaine, accumulé une multitude de réponses. Le jour venu, je lui ai aussitôt retourné sa question et il a répondu « l'odeur du café ». Alors, quand Wajdi Mouawad m'a téléphoné pour me demander si j'accepterais de participer à son cycle de conférences au Collège de France, la même crainte m'a assailli. Mais il a précisé « le sujet sera canicule du verbe mourir », mettre en terre sa propre parole, reconnaître le point final, quand sait-on que c'est fini ? Dans sa courte phrase, il y avait un mettre en terre, un mourir, un final et un fini. J'ai donc dit oui. J'ai toujours été attirée par les dernières fois. Un homme qui s'en va, une mère qui meurt, un tableau qui disparaît, un dernier regard. J'ai été la dernière cliente, le 14 avril 1988, de la brasserie La Coupole, quand elle a perdu son âme. Les serveurs qui quittaient l'établissement m'avaient laissé emporter mon assiette, mon verre, ma serviette, et m'avaient offert leur nœud de cravate ou un morceau de chemise. Je suis repartie avec la dernière note de 2155 francs pour 12 couverts. J'ai été la dernière cliente de la librairie La Une avant sa fermeture. J'ai fait l'inventaire du dernier mot prononcé par des mourants. La veuve de Jacques Mérine m'a raconté qu'il avait dit « fripouille ». C'était le nom de son chien. J'ai tenté de photographier le dernier regard de taureaux avant leur mise à mort dans l'arène. J'ai traîné dans les salles d'attente de l'hôpital Curie dans le but d'approcher les visiteurs et leur demander s'ils me laisseraient filmer les derniers instants de leurs proches, sans oser. J'ai cherché des enfants dont la naissance avait provoqué le décès de leur mère. J'ai cherché des gens qui avaient vécu quelques heures avant d'être informés de la mort d'un proche, pour décrire ces dernières minutes insouciantes alors que leur vie venait de basculer. J'ai rangé la vaisselle et il était mort. J'ai pris une douche et il était mort. J'ai reçu une lettre de lui et il était mort. Pour un projet intitulé « La dernière image », j'ai rencontré des aveugles qui avaient subitement perdu la vue et je leur ai demandé de me décrire ce qu'ils avaient vu pour la dernière fois. Un homme raconte. 19h10, 9 juin 2008, j'ai 39 ans et 9 jours. 2 femmes se jettent dans mon taxi. En route, elles crient « plus vite, plus vite ». Je klaxonne. Cela exaspère le conducteur d'une Mégane 2 gris métal. On s'insulte. On descend de voiture. L'inconnu mesure environ 1,75 m et doit peser plus de 100 kg. Il me donne un coup de poing, reprend le volant. Ma tête tourne, mais je fais de même.
Plus loin, son automobile à l'arrêt bloque le passage. Je note qu'elle est immatriculée VE 2106. Je la surplombe car la route est en pente. Je mets pied à terre. L'homme sort calmement du véhicule. Je vois d'abord son pied gauche, puis sa main gauche qui tient un revolver. Il se tourne, il s'avance vers moi sans se presser. Il est calme, déterminé. Je ne peux pas vraiment distinguer les traits de son visage tant il est envahi par la graisse. Aucune expression. On dirait qu'on vient de le sortir du congélateur. Les 4 premiers boutons de sa chemise sont ouverts. Il porte des jeans. Il a une barbe de 10 jours, des cheveux châtains. On se regarde dans les yeux. Les siens sont marrons ou noirs. Je n'y distingue ni haine, ni rage, ni joie. Pas un mot n'est échangé. Il saisit ma tête, la coince contre sa poitrine avec son bras et me tire une balle sous l'œil gauche qui ressort au-dessus de l'œil droit. Depuis, j'ai oublié le visage de ma femme, celui de mes enfants. Tout s'est effacé. Mais je vois encore clairement un homme sortir d'une voiture, un revolver dans la main gauche. J'ai perdu mon procès, l'homme est un mafioso, il a menacé les passagères de ma voiture. Elles ont refusé de témoigner. Quant à moi, je ne peux plus l'identifier. Il est possible qu'un jour cette image disparaisse comme les autres. En attendant, c'est la dernière et c'est la seule. Elle ne sera jamais remplacée. Il ne restera que du noir. J'ai commencé un projet sur la disparition et rencontré des parents de disparus. Ceux de Cédric Valois, 1,80 m, mince, cheveux blonds foncés, yeux bleus, cicatrices sous le menton, disparu à l'âge de 21 ans, le 11 septembre 1997. J'ai tenté de décrire sa présence absente. Une coiffeuse m'a vue à Rosny-sous-Bois, une opticienne à Montreuil, une passante gare de l'Est. On m'a vue à Marseille et à Beauvais le même jour. À 15 reprises, j'ai été vue gare de Lyon. Une voyante m'a vue dans le 93. On m'a vue au Châtelet, début 98, un samedi matin. Je me promène. Ma mère a peur de me croiser et de ne pas me reconnaître. J'ai quitté la maison sans papier, sans argent, sans clé, sans rien. Alors elle me voit à Paris faire les marchés, vendre des légumes, vivre dans la marginalité. En rêve, elle a de longues conversations avec moi. Elle me raconte qu'elle s'ennuie partout. Elle me demande « Tu t'es couvert ?» Je ne réponds pas. Elle persiste « Comment te rattraper ?» Je crie « Trouve-moi ». Elle réplique « Je te cherche ». Elle mène en apparence une existence normale, mais dès qu'on téléphone, dès qu'on sonne, elle pense que c'est pour moi et elle veille à toujours être prête, avec assez d'essence dans le réservoir de sa voiture. Sur un carnet, elle consigne à mon intention les événements importants, la naissance de mon neveu, les 10 ans de ma nièce, et depuis le 11 septembre 1997 à 17h07, elle inscrit quotidiennement le nombre de jours passés sans moi. Ça lui fait du bien et du mal. À ses yeux, j'ai toujours 21 ans, l'âge de ma disparition. Tous les jours, elle dit bonjour et au revoir à ma photo posée sur la table du salon. Et le 13 février, elle lui souhaite bon anniversaire et dépose dans ma chambre une enveloppe qui contient de l'argent. Mais elle redoute la fête des mères. Son mécanisme de survie, c'est de me parler, de me faire des cadeaux et voyager. Des États-Unis, elle m'a rapporté un jean 501, de Thaïlande un poignard, de Los Angeles une casquette. Elle s'échappe, mais je suis toujours dans les bagages. Dans ma chambre, tout est intact, rien n'a bougé. Livres, vêtements, la casquette que j'adorais et qu'elle n'a jamais lavée pour garder mon odeur. Je voulais du lino imitation parquet, elle en a posé. Elle a acheté l'armoire que j'avais choisie avant mon départ. Elle repeint régulièrement pour que je me sente bien quand je rentrerai. Elle hésite à mettre mon couvert à table. Elle ne le fait pas. Aux disparus qui réapparaissent, elle demande « Comment peut-on partir sans se retourner ?» Puis j'ai pensé photographier l'absence. Commencer par Ciudad Juárez, baptisée « La ville qui tue les femmes », où, la veille de la visite du pape, les maires avaient peint des croix noires sur fond rose que les autorités se sont empressées d'effacer à la peinture grise. Photographier ces immenses taches qui montraient ce qu'elles cachaient. Je me suis intéressée au prix de la douleur. L'avocat Emmanuel Pierrat a rassemblé à mon intention un dossier intitulé « Échelle des prix de la vie ». Un enfant mineur recevait 100 000 francs pour la perte de son père ou de sa mère, somme majorée de 50% pour un mineur déjà orphelin. Un majeur marié encaissait 50 000 francs.
Pour un marin philippin perdu dans un naufrage, 30 000. Pour une étudiante polonaise tuée dans le crash du Concorde, 900 000. Mais pour une victime allemande, 7,2 millions. Et pour un passager américain sur le vol d'Égyptaire, 28 millions. Était-il préférable que votre mari s'écrase dans un avion d'American Airlines, d'Iberia ou d'Air France? Dans quelle région votre jambe gagnait-elle davantage d'argent? Valait-il mieux la perdre dans les Vosges ou à Paris? Le prix de la douleur intégrait des notions sophistiquées comme les disgrâces statiques ou dynamiques et la souffrance avant la mort. La famille était d'autant mieux indemnisée que la victime avait eu le temps de se voir mourir. À combien la minute de terreur? Puis je me suis penchée sur les viagers. Dans une émission d'enquête, j'ai appris que le dernier investissement à la mode aux États-Unis était la mort. Une entreprise proposait à des seniors malades de racheter leurs assurances vie et récupérer les contrats contre une somme d'argent et le paiement des primes. En contrepartie, elle percevrait le capital au moment du décès de l'assuré. Ça avait le mérite de ne pas tourner autour du pot. Ils écrivent « Le risque de remède miracle existe, mais nous avons des gens âgés avec une grande variété de maladies parmi lesquelles vous pouvez choisir pour diversifier votre portefeuille. On a du diabète, des maladies cardiaques et du cancer. Le travail des conseillers consistait à bien choisir les malades en les identifiant via des achats de médicaments sur Internet, le pari étant que ces retraités meurent plus tôt que prévu. Sur l'écran s'affichait alors le message que les investisseurs recevaient. Nous avons le plaisir de vous informer que la police numéro 72 004 90 a expiré plus d'1 an avant l'échéance pronostiquée. C'était alléchant. J'ai voulu enquêter sur un pont en Écosse, d'où se sont jetés pour se suicider près de 300 chiens. Pour un projet intitulé « Série noire », j'ai demandé « Que faites-vous de vos morts ?» Dans un carnet d'adresses électronique, vous effacez un ami lointain, mais vous n'effacez pas votre mère. Que ressentez-vous quand vous cochez la case « Supprimer le contact » Wajdi avait dit « canicule du verbe mourir ». J'ai pensé à ma grand-tante Valentine qui s'était fixé un but, devenir centenaire. À l'âge de 96 ans, elle en a eu assez. À l'agonie, peu avant ses 100 ans, elle revint à la vie pour demander « Combien de jours reste-t-il » Il restait 6 jours. Elle a murmuré « Je tiendrai, je tiendrai ». Elle était née le 4 février 1888. Elle est morte le 4 février 1988. Pour son faire-part de décès, elle avait choisi ce verset de la Bible. Elle a fait ce qu'elle a pu. Wajdi avait parlé de mise en terre. Fabio l'a embrassée. Camille lui a murmuré à l'oreille sa chanson chivoise. Florence l'a caressé. Anne l'a endormi. Il est mort. Maurice a creusé un trou dans le jardin. J'ai installé Souris dans un petit cercueil en bois blanc qui servait de modèle aux représentants de commerce avant l'usage de la photographie. Trop petit. Ses pattes de derrière dépassaient. Yves l'a enterré. Serena a planté des jonquilles autour de sa tombe. J'ai reçu un message sur mon téléphone. « Sophie, je suis désolée pour ton chat. Peux-tu dire à Camille de rapporter des légumes, notamment poireaux et navets si elle en trouve ?» Ce fut le tour de mon père. Sur le dernier portrait que j'ai fait de lui, au-dessus de son visage, il était écrit « Silence ». Tous les soirs, en quittant sa chambre d'hôpital, je recueillais le mot qui serait peut-être le dernier que j'entendrais de sa bouche. Ailleurs, homosexuel, argent, des lèvres et sans le son, j'en peux plus. Qui est là, verre de vin, cyprès. Cette semaine-là, le lundi, il a dit « foutu ». Mardi, fille, c'est ma fille. Une phrase que je n'entendrai plus. Mercredi,
D'un mouvement des lèvres et des yeux, il a sollicité un baiser. Mon père, qui jamais ne m'embrassait, voulait un baiser. Son dernier mot pourrait être ce geste insolite. Jeudi, il a dit « toilette », pas terrible. Il serait en vie demain, c'était certain. Vendredi, tableau. On va changer l'accrochage des tableaux. Un beau mot de la fin, un mot risqué. J'hésitais entre le désir de ce mot impeccable et celui du mauvais mot, celui qui ne peut pas être le dernier et qui me donne l'assurance de retrouver mon père demain. Samedi, il a dit « mourir ». Dimanche, il a dit « matin ». Il est mort le lundi à 6h50. La nuit suivante, encore à moitié endormie, je me suis subitement dirigée vers le jardin, mais j'ai omis d'ouvrir la verrière et j'ai pris sa mort en pleine figure. Mon père, qui planifiait tout, m'avait enjoint de ne pas verser de larmes à ses funérailles. Je me suis réveillée avec un œil au beurre noir. Il avait la forme d'une larme. Je serai la prochaine. Alors j'ai traîné dans les cimetières et j'ai suivi les enterrements d'inconnus pour voir ce dont je ne voulais pas pour moi. Puis, dans le cimetière de la chapelle de Burturley, dans le cimetière des Rois à Genève, dans le cimetière des Rois à Genève, dans le cimetière de Greenwood à Brooklyn, sur le domaine de Château-Lacoste au puits Saint-Tréparade, j'ai installé des pierres tombales. Une fente creusée dans le marbre permettait de recueillir les secrets manuscrits des promeneurs. J'ai suggéré à une compagnie suisse qui souhaitait que je réalise un projet dans ses avions de tapisser les toilettes avec mes multiples testaments. Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Après lecture d'un recueil de nécrologie rédigé par Adran Danat pour diverses publications, je lui ai demandé d'écrire la mienne. Je ne serai pas la première à mourir avant de mourir. Il a accepté. La nécro parlait de moi au passé. Je n'étais plus potentiellement morte. Une chose de commander sa nécro, une autre de la publier. Ça manquait soudainement de légèreté. Je me suis souvenu que mon ami Jean Lafont avait fait ériger son mausolée et l'avait inauguré avec une fête de fausses funérailles. Peu après, il fut victime d'un grave malaise, comme si la tombe réclamait le corps. Alors, pour ne pas trop me faire remarquer par la mort, on ne sait jamais, j'ai préféré recouvrir de papillons communément appelés demi-deuil tous les verbes au passé. Je suis allée ensuite au salon de la mort, tester des cercueils. On peut fermer la partie. Voilà. Pourquoi tu fais ça? On va fermer, oui. On est pas mal dedans. Comment on est pas mal? On est très bien, madame. On est pas mal du tout dedans. Vous y êtes pour un moment, hein, alors. Ça me complètement, allez, on essaye. Sophie, non, non, non. Oui, d'accord. Vous avez les clés? On va pas aller jusqu'à. Ouais, c'est pas trop claustro. Non. On n'est pas écrasé. Oh non, non, pas du tout. Ouais. Bon, je crois que Essayez, c'est l'adopter, faites ça, je crois. je vais sortir quand même, si ça vous embête pas. Non, mais c'est. Je suis pas superstitieuse, mais... Allez. Alors là, vous essayez de. Mais où vivre ma mort? En 92, mon père est devenu propriétaire d'une sépulture au cimetière du Montparnasse, où nous devions séjourner ensemble éternellement. Nous avons mis du temps à choisir l'emplacement, la pierre tombale. Puis nous avons pris l'habitude de la visiter afin de nous familiariser avec le voisinage. Notre fosse pouvait contenir 3 corps. Il restait une place. Ma mère, divorcée de mon père depuis 45 ans, rêvait d'aller à Montparnasse, mais elle n'avait pas les moyens de s'offrir une demeure à 40 000 francs du mètre carré. Craignant de finir en banlieue, à Bagneux, dans le caveau familial, elle a posé sa candidature. Hors de question pour mon père. Puis il s'est remarié, je n'étais plus l'unique Madame Calle. Un jour, au détour d'une conversation,
J'appris qu'il réservait la place vacante pour sa femme. Dans la famille Calle, le père, la fille, la belle-mère. J'ai décidé de déménager. 2 Madame Calle, c'était une de trop. Il fallait m'établir ailleurs. J'aurais aimé rester dans le quartier, passer ma mort à Montparnasse. Mais pour ce type d'opération immobilière, il faut désormais d'abord mourir. Difficile dans ces conditions d'ébaucher des projets d'aménagement. Alors j'ai fait l'acquisition d'une concession dans le cimetière de Bolinas, en Californie. Durant la transaction, parce que je demeure en France et qu'il y a une sérieuse probabilité pour que j'y décède, je me suis inquiétée de l'acheminement de mes restes. Le responsable du cimetière m'a immédiatement rassurée. Le corps par colis postal, les cendres par FedEx. Ce détail ainsi balayé, je suis devenue propriétaire du lot 74 de la section T, à 8949 km de mes parents. Et là, ça va être compliqué. Il va falloir revoir ça. Et le son. This is the new part you are selling for new graves. They've all been sold. There is no left. Not in this, None left. in this section. 0. One. There's one. Can I buy it? Sure. How much is it? $2,500. 2,500. Yeah. That's a good deal. Yeah, I buy it. Yeah. Where is it? It is such a good deal. Where is it? Because Where is it? okay. We It's a good can place to die. sell You can afford to gravesites die here. Yeah. only to people who have a significant relationship to Bolinas. That's it. Now, and what is a significant relationship? I decide. Ah, Right. You're in. I'm You're in. in. Comme dit Lévi, je peux pas y croire. Je suis en train d'acheter ma tombe. C'est délirant. I would be like that or like that? Right. This Well, is- no. and It's you don't 5 have that feet one. and it goes up here So they have 10 that. feet. And there is somebody between me Yeah. and here. Yeah. This is owned. By, Right here. Is she a poet? So Who is there? Who is there? What's her name? We can, The poet. yeah, I don't know. She's a friend of many poets. And I don't who know is if she's a there? poet or something. Who is here? I don't know. I have to look at the map. Yeah. So this don't- is But, so it's right here. just yeah. by the stone. It's Yeah, right here. yeah. It's right here. And here That's is Phil Frank. Phil Frank is up down the road. So, So- this is so when this that's is- all. This doesn't look very professional. No, this I don't have a stamp or a You don't have a seal. stamp. You'll get a very elaborate I should, David. I should get. Maybe how does it work with the body? If my body has to be sent here, that's okay. It's allowed. Yeah, FedEx. But FedEx it? My body or my ashes? Whichever. You know, I would UPS the body, but I would FedEx the ashes. Right. You would UPS the body, but FedEx it. You already got FedEx body here. We have no, but we have FedEx delivery here. What do you At mean? the cemetery. Huh? Yeah. Now, they will. One of the problems is the cemetery has no address. I'm going to remedy that. But, Yeah. But so if you. So- But So if I want to FedEx the ashes, where do I FedEx them? To David. You can fed him to To David. David? No, but if David is dead before me, I'm sorry, but you know, I cannot FedEx my ashes Well, look, to David. I'm 7 years older than he is. Yeah, So if you FedEx them to me, there's little chance yeah, but I'll be around. so what do I do? So So I will hold this until you tell me to cash it. Okay. Done. For eternity. T'as fait une bonne affaire, tout ça, non? Écoute, je sais pas si c'est une bonne affaire, mais. Mais tu te sens bien. C'est une jolie affaire. C'est joli, non, le coin? Ouais. Ah, c'est magnifique. Je trouverai jamais un plus bel endroit. C'est dommage que ce soit un petit peu loin de Paris, quoi. Ça va pas faciliter la tâche des amis. Je risque d'être un peu seule, voilà. Mais tu veux pas aller à Montparnasse? Si je veux aller à Montparnasse, c'est mon rêve d'aller à Montparnasse. C'est Montparnasse qui veut pas de moi. Moi, je le veux. C'est Montparnasse qui veut pas de moi. Moi, j'aurais acheté à Montparnasse depuis longtemps. C'était Il n'y a la pas de logique. place? C'était la logique. Il faut que je meure d'abord. Ça.
La Victoria, tu en fais peut-être un peu trop là. Oh. Putain. Et Jean-Paul, tu peux arrêter de sourire et de rire. Non, non, mais vous regardez pas vous, vous regardez la tombe. Mais on pense à toi quand on se regarde. On pense à quand on était là. Oui, mais je préférerais un peu plus de sérieux. Ne me regarde pas, regarde la tombe. Mais même morte, tu nous diriges. Chaque fois que mon imagination vagabonde, chaque fois que je rêve comme ça, c'est mon enterrement que je vois, toujours. Alors parfois je ressuscite, parfois je vois les gens pleurer, parfois je vois des fêtes, mais chaque fois que je rêve comme ça, que je me laisse aller, c'est invariablement je reviens à mon enterrement. Je veux dire, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je m'imagine morte, avec des gens qui suivent le cercueil. Voilà. Et puis, j'ai toujours été dans les cimetières. J'ai demandé à Pippo del Bono de mettre en scène mes funérailles. Seulement, je voulais être au moins vivante pour la répétition générale. Nous devions résoudre un certain nombre de détails. J'étais dans la tombe où j'observais de loin. Je pouvais intervenir où je devais faire la morte. Les invités simulaient la tristesse. Avaient-ils le droit de dire du mal de moi? On acceptait les ennemis mortels. Par ailleurs, il n'était pas évident d'organiser une cérémonie ou d'écrire les discours sans connaître l'âge du personnage principal. 50 ans, foudroyé dans la fleur de l'âge, ou 90 ans, les ayant tous enterrés. Je ne voulais pas que mon projet tourne à la face. J'ai ajourné. Là, c'est trop compliqué. Hein. Alors, Wajdi avait dit: quand sait-on que c'est fini? Pour l'exposition À toi de faire ma mignonne au musée Picasso, j'ai rempli un étage avec celles de mes idées qui piétinent, qui attendent leur heure dans des tiroirs, dans des boîtes. J'ai inventorié les ébauches, les tentatives, les abandons, pour donner vie aux intentions. J'ai achevé l'inachèvement, une façon d'en finir. D'ailleurs, mon dernier ouvrage s'intitule « Finir en beauté ». Peu avant l'inauguration du musée Picasso, un orage a causé des dégâts dans ma réserve et des spores de moisissure se sont infiltrés dans des séries qui devaient la constituer et qui toutes parlaient de la fin. Les aveugles, les tombes, le dernier mot de ma mère, souci. J'ai alors repensé à une idée de Roland Topor d'inhumer un vieux chandail qu'il ne pouvait ni donner ni jeter. Il écrit: j'ai acheté un bout de terrain à Marne-la-Vallée pour enterrer mon vieux pull-over avec des motifs en jacquard. Je n'arrivais pas à le jeter bêtement dans le sac poubelle. Il était tellement troué, mité de partout, taché de peinture à l'huile, que je n'aurais jamais osé le donner à un être humain, même nécessiteux. Pas question non plus d'en faire un chiffon. J'ai choisi la solution de l'enterrement. Dimanche prochain, j'irai enterrer ma vieille paire de godasses achetée à New York. Il y a aussi une théière que j'aimais beaucoup et que je m'obstine à garder malgré le bec et l'anse cassés. Les cryptoportiques d'Arles se prêtaient à une telle cérémonie. L'année précédente, durant les rencontres, l'humidité qui y règne avait insidieusement attaqué les œuvres exposées et la moisissure l'avait emportée. J'ai donc enseveli ici mes photographies afin qu'elles finissent de se décomposer et s'enfoncent dans les soubassements de la ville. Seulement, au fil de l'exposition, j'ai aimé de plus en plus ces images magnifiées par la pourriture. Elles semblaient refuser leur sort. Je les ai entendues, j'ai préféré leur offrir une nouvelle vie. Ça ne finirait pas comme prévu. Finalement, ce n'était pas fini.
Seulement, mais c'est avec le décès de ma mère que tout s'enchevêtre, avec ce no man's land entre la vie et la mort. Dernière fois, point final, mettre en terre, mourir, et cette question, comment savoir que c'est fini? Elle voulait voir la mer une dernière fois. Le mardi 31 janvier, nous sommes allés à Cabourg, dernier voyage. Le lendemain, pour partir avec de beaux pieds, dernière pédicurie. Elle a lu Ravel de Jean Echenoz, dernier livre. Un homme qu'elle admirait depuis longtemps est venu à son chevet, dernière rencontre. Elle a organisé la cérémonie des obsèques, sa dernière fête. Dernier préparatif, elle a choisi sa robe de funérailles, bleu marine à motif blanc. Une photographie où elle grimace pour sa pierre tombale. Non. Et comme épitaphe, je m'ennuie déjà. Elle a écrit un dernier poème pour son enterrement. Elle a retenu le cimetière du Montparnasse comme adresse définitive. Elle ne voulait pas mourir. Elle a remarqué que c'était la première fois de sa vie qu'elle n'était pas impatiente. Ses dernières larmes ont coulé. Les jours précédant sa mort, elle répétait sans cesse « C'est bizarre, c'est bête ». Elle a écouté le concerto pour clarinette en La majeur K622 de Mozart, pour la dernière fois. Son dernier souhait, partir avec, en musique. Quand j'ai posé ma caméra au pied du lit dans lequel elle agonisait, parce que je craignais qu'elle n'expire en mon absence, alors que je voulais être là, entendre son dernier mot, elle s'est exclamée « Enfin !» Dernière volonté, ne vous faites pas de soucis. Soucis, son dernier mot. Le 15 mars 2006, à 15h, dernier sourire. Dernier souffle, quelque part, entre 15h02 et 15h15, insaisissable. Ma mère avait toujours projeté d'aller un jour au pôle Nord. Elle est morte sans accomplir ce rêve, pour le garder intact peut-être. Invitée à naviguer dans l'Arctique, j'ai accepté pour elle, pour l'emmener et en tirer ses bijoux et son portrait sur le rivage du glacier du Nord. Pendant la guerre, mon grand-père s'était mis à l'abri dans les montagnes près de Grenoble. De peur que le petit immeuble qu'il possédait en ville fût saisi, il l'a troqué contre une bague sertie d'un diamant. Mauvais calcul. Ma grand-mère ne lui a pas adressé la parole l'année durant, mais elle a gardé le solitaire. Alors j'ai attendu d'approcher la position la plus au nord pour débarquer. Si le temps l'avait interdit, elle, qui partageait ma cabine, m'avait suggéré de jeter le diamant dans les toilettes et de tirer la chasse d'eau. Une perspective qui aurait réjoui ma mère. Mais ce jeudi 2 octobre 2008, il faisait beau. Je suis descendue sur la grève, j'ai choisi une pierre et j'ai enseveli le portrait, le collier et la bague. Ainsi, ma mère est arrivée dans le Grand Nord. Les changements climatiques l'emmèneront-ils vers la mer pour faire route au pôle? Se retirera-t-elle dans la vallée vers la calotte glaciaire? Demeurera-t-elle sur ce rivage comme la trace de l'existence d'un glacier du Nord durant la période Holocène? Dans des milliers d'années peut-être, des glaciologues trouveront la bague et débattront sans fin de l'éclat de ce diamant dans la culture inuite. À moins qu'un batteur de grève ne la découvre et n'aille l'échanger contre une maison à Grenoble. Enfin, pour terminer, même si c'est hors sujet, j'ai peut-être aussi dit oui à Wajdi Mouawad pour me rapprocher du théâtre à travers lui. Si je ne compte pas ma prestation à l'âge de 10 ans dans la vie parisienne de Jacques Offenbach, j'ai fait mes débuts sur scène en 1979 comme stripteaseuse dans une baraque foraine sur le boulevard à Pigalle. Je me déshabillais 18 fois par jour et j'occupais tous les rôles, mise en scène, interprétation, choix du costume, choix musical. Le patron annonçait au micro « Sophie, un nu rétro et une plastique irréprochable ». Je prenais ça très au sérieux et j'avais l'air tellement sévère que les spectateurs terrorisés ne proféraient pas les cochonneries traditionnelles et applaudissaient à la fin.
J'adorais. J'ai retrouvé la scène quelques années plus tard, à Avignon, quand j'ai lu pour la première fois, et pendant toute la durée du festival, 16 des journaux intimes de ma mère que j'ai découverts au fur et à mesure de ma lecture. Je frôlais le théâtre et j'aimais ça. Surtout que le premier jour, un déjeuner a été organisé en honneur de François Hollande. Le festival avait convié les principaux metteurs en scène du IN. Ils étaient tous là. Et même si je n'étais pas vraiment du métier, comme il n'y avait pas de filles, on m'a attribué ce rôle. J'étais assise à la droite du président. Il a fait un tour de table, commençant par sa gauche. Problème de gestion, de création, de budget, de troupes. Chacun a fait entendre sa voix. Moi aussi. Mon tour est venu. Je n'avais que mon expérience de stripteaseuse à offrir, avec des problèmes de température, de sous-vêtements, de pourboire. Ils ont compris que je n'étais pas une rivale. Mais disons qu'aujourd'hui, je mets une nouvelle fois le pied dans la porte. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. C'est très égoïste ce que je vais dire, mais je ne peux pas espérer une meilleure fin. Donc, je me disais alors en t'écoutant, puis peut-être que la meilleure manière de finir, c'est souvent en effet, de confier la fin à l'autre. C'est peut-être une belle manière de terminer parce que voilà ce que tu offres, surtout avec la vidéo de la mort de ta mère, c'est vraiment quelque chose de vraiment très comme un résumé de tout ce que pendant les 8 leçons j'ai essayé de raconter, cet instant-là. Je voulais te poser une question pour commencer, peut-être très simple. Qu'est-ce que tu éprouves quand... En fait, parfois on dit que le projet se termine parce que la date, on s'est dit ça, tu m'as dit ça hier au téléphone, voilà, ça se termine parce que voilà, l'exposition commence là et elle se termine là, donc c'est une fin qui ne te concerne pas, elle t'est imposée. Qu'est-ce que tu éprouves quand quelque chose se termine? Tu éprouves quoi? Avec tout ce rapport que tu as à la mort et à la fin, qu'est-ce que tu éprouves quand ça finit? Pour moi, ça ne se termine pas vraiment, ça commence, puisque quand j'ai décidé que c'était fini, ça commence à être montré, à être... souvent, pour moi, les fins sont des évidences. Je ne les choisis pas. Je veux dire, quand je me fais suivre par un détective privé, l'argent, c'est une journée, j'en ai pas plus. Quand l'hôtel, quand j'étais femme de chambre, le temps, c'est la durée de mon remplacement, 1 mois. Le voyage au transsibérien avec Anatolie, c'est l'arrivée au port. Donc là, il n'y a pas de choix. La fin, je dois l'accepter. Alors parfois, la fin, ça peut être les sentiments. Par exemple, pour le projet que j'ai voulu faire sur l'argent, j'ai cherché pendant 16 ans le projet, et tout d'un coup, je l'ai détesté, ce projet. Il fallait en finir. Donc, 16 ans, c'était trop. Et souvent, la fin, c'est une date. Quand j'ai fait Douleur exquise, là, quand je dis que c'était trop, c'est qu'il y avait une date butoir. Donc, voilà. Et j'ai rencontré une banquière à ce moment-là qui m'a expliqué que quand on perdait de l'argent, il ne fallait pas continuer, il fallait se couper un bras. Parce que sinon, on en perdrait encore plus de l'argent. Donc, ce jour-là, je me suis coupé le bras avec ce projet qui s'appelait En finir. Et ensuite, j'ai fait un autre projet qui s'appelait Douleur exquise, où j'ai demandé, je venais de vivre une période que je considérais comme le moment le plus douloureux de ma vie.
Et j'avais décidé, pour prendre des distances avec cette douleur, de faire un projet autour. Et je m'étais dit que je raconterais ma douleur à tous les gens qui me demanderaient comment s'était déroulé le voyage assez exotique que je venais de faire en Chine, au Japon, en disant je déteste ce voyage parce que voilà vers quoi il m'a mené. Et je me suis dit qu'à force de raconter mon histoire tout le temps, je finirais par l'épuiser. Et parallèlement, je demandais aux gens de me raconter quel était dans leur vie le moment d'apogée de la douleur. Et donc j'ai pensé que j'arrêterais soit parce que j'aurais épuisé ma douleur, soit parce que les gens me raconteraient des choses tellement atroces que j'aurais honte de ma propre douleur. Donc dans ces cas-là, c'est la règle du jeu qui donne la fin, c'est-à-dire j'en ai marre de mon histoire. Donc en fait, je cherche toujours, quand j'ai fait le travail sur les aveugles, à qui je demandais quelle était la plus belle chose qu'ils aient vue, il y en a un qui m'a dit, après un moment, qu'il détestait la beauté, qu'il ne pouvait pas en parler puisqu'il ne pouvait pas voir. Donc, après ce refus de parler de la beauté, je ne pouvais pas continuer. Ou encore le projet dans Libération sur le carnet d'adresses, où j'enquêtais sur un inconnu en demandant, sans qu'il le sache, aux gens de me le décrire. J'ai vu son électricien, j'ai vu des gens qui ne l'avaient pas vu depuis des années, et puis au bout d'un mois à peu près, j'ai vu son meilleur ami. Il m'a semblé que je ne pouvais pas retourner en arrière, que j'en savais trop. Donc voilà, ce sont des fins qui se proposent d'elles-mêmes souvent. Le fait que la matière avec laquelle tu travailles est parfois si intime, justement, tu parles de douleur, tu parles de la mort, tu parles du rapport même de l'intime de l'autre, de le suivre. Est-ce que aujourd'hui, comment tu regardes quelque chose qui survient au moment où il arrive? Est-ce que tu arrives encore à le vivre entièrement, ou il y a aussitôt l'artiste qui se met au travail? Est-ce que aussitôt tu te dis, tiens, il y a un truc, même si ça te fait très 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 mal, tu te dis, ah tiens, c'est pas mal, ça va... Comment tu... En fait, moi, quand je suis heureuse, j'ai pas envie de prendre de distance avec ma joie. Oui. Donc, je ne pense pas à mon travail. Je vis les choses. Par contre, quand il m'arrive des choses avec lesquelles je souhaite prendre de la distance, parce que je ne souhaite pas patauger dedans. Oui. Par exemple, quand j'ai fait un projet qui s'appelle « Prenez soin de vous », et tout de suite, j'ai interviewé donc des amis en montrant le mail de rupture que j'avais reçu qui se terminait par « Prenez soin de vous », en leur demandant de l'analyser de façon professionnelle. Tout de suite, j'ai vu, avec la première d'ailleurs à qui je l'ai demandé, qui était ton invitée la semaine dernière, j'ai vu au moment quand elle lisait la lettre, j'ai déjà vu la photo, la lettre qui cachait le visage, et puis j'ai tout de suite vu le potentiel. Et là, je me suis dit quelle aubaine, parce qu'en fait, ce projet va être beaucoup plus excitant que tout ce que j'ai vécu avec cet homme. Et j'avais presque peur qu'il revienne, parce que je me disais, s'il revient, je vais le reprendre puisque j'en suis amoureuse. Mais ce que je fais là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'étais terrorisée à l'idée de le voir revenir et d'être obligée d'abandonner le projet pour ne pas faire un projet artificiel. Donc si je vois ce que je peux en faire, oui, prendre des distances avec une souffrance n'est pas mon moteur. Mon moteur, c'est de faire un livre, une expo. Mais bon, c'est quand même... ça ne se rejette pas. Oui. Est-ce que ça t'a... Quand tu as commencé à faire ces œuvres-là, est-ce que tu as été surprise par l'impact que ça avait sur les gens? Il n'est pas venu tout de suite, l'impact. Comment tu en as pris compte? Tu en as pris conscience? À Libération, le carnet d'adresses. Okay. J'ai reçu des tombereaux de lettres, soit d'insultes, soit de gens qui aimaient. Okay. Je me suis trouvée pour la première fois des ennemis que je ne connaissais pas, et des amis aussi que je ne connaissais pas. Donc, et est-ce que tu es capable de raconter
Qu'est-ce qui s'est mis en place en toi pour que tu en viennes à t'intéresser à la matière intime au départ? Parce que tu as voyagé au début, enfin, dans ta jeunesse, tu as voyagé, je pense même, tu as été au Liban, tu étais très, très touché par la cause palestinienne, enfin, c'était la guerre civile libanaise à ce moment-là, et puis bon, tu étais très... politiquement, tu étais extrêmement engagé, assez radical, donc tu étais assez loin de cette... en tout cas, on peut avoir l'impression que tu étais assez loin de la matière hyper intime, de l'hyper petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui et non, parce que en même temps j'étais radicale, mais je suis allée au Liban pour épater un militant d'extrême gauche. Je suis allée autant pour des raisons politiques qu'amoureuse. Je voulais lui prouver que j'étais capable. Donc tout de suite, les choses se sont mélangées. C'est peut-être aussi le Liban qui a changé quelque chose. J'ai été face à... Pour la première fois, je ne parlais pas du conflit de loin, j'étais dedans. Oui. Et quand je suis revenue en France, tout d'un coup... les groupes de militants, tout ça m'a paru un peu dérisoire par rapport à ce que je venais de vivre, donc ça a eu l'effet inverse. Et puis, c'est aussi, moi j'ai suivi tous les poncifs de ma génération, c'est-à-dire que j'étais militante quand c'était à la mode d'être militante, j'ai été féministe quand c'était branché d'être féministe, je me suis arrêtée un petit peu avec... enfin bon, ce serait trop long. Mais je crois aussi que j'étais prête je voulais séduire mon père. Mon père était collectionneur d'art contemporain. J'ai regardé ce qu'il y avait sur les murs et je me suis dit que j'allais essayer de lui plaire pour la première fois. Est-ce que tu as l'impression que c'est toujours le même moteur qui est en toi? Ça veut dire de vouloir plaire à ce père, même s'il n'est plus là? Non, j'ai failli arrêter quand il est mort parce que je me suis dit que je voulais qu'il ait tout vu. Et que donc, si j'arrêtais, il aurait tout vu. Et puis, bon, ça n'a pas suffi. J'ai arrêté un peu, puis j'ai repris. Donc, ça n'est plus... Non, maintenant, c'est ma vie. Peut-être que je ne me pose plus les questions maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter ou nous parler de ton lien aux animaux? Je les aime morts, oui. J'ai ma maison, enfin, à part mon chat Milou a remplacé Souris, mais j'ai une centaine d'animaux naturalisés chez moi qui ont tous les noms de mes proches et j'ai l'impression que je ne suis jamais seule, oui. Ce qui est surprenant, parce que quand tu m'as invité chez toi pour qu'on puisse discuter de ce que nous allions faire, en effet, je ne savais pas ça, tu vois, donc je suis rentré dans ta maison, dans laquelle tu habites depuis très longtemps maintenant, et qui est une magnifique maison atelier, et j'ai vu tous les animaux, 2 grandes têtes de taureau immenses, une girafe. La girafe, c'est ma mère. Voilà. Un tigre. Un tigre, c'est mon père. Voilà. Et puis bien d'autres animaux. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est... On se sent très très bien chez toi. On est vraiment très très bien chez toi. C'est extrêmement chaleureux. On a envie de parler, on a envie de discuter. On s'assoit, on prend le thé. Il y a un feu de cheminée. Tu as une manière d'accueillir qui est tellement hospitalière. Et on est entouré de tous ces animaux empaillés. Et pourtant, on ne sent absolument pas à aucun moment, alors que moi je suis quand même assez sensible à ça, il n'y a rien de macabre, il n'y a strictement rien de macabre. Alors que ça pourrait l'être. J'ai eu peur, quand mon chat, celui que vous avez vu, Souris, est mort, j'ai eu peur que tout d'un coup tous ces animaux ne meurent. C'est-à-dire que j'ai pensé que c'était sa présence vivante qui les animait et que s'il n'y avait plus aucun animal vivant chez moi, la mort prendrait le dessus. Et puis non, ils sont restés pour moi vivants. Cette association que tu fais avec les proches, c'est-à-dire tu as un animal qui est empaillé, ils sont magnifiques d'ailleurs, et tu leur donnes des noms, tu leur donnes les noms de tes amis. Tu me les as présentés d'ailleurs comme ça, tu m'as dit voici un tel, voici une telle.
Et certains, je les connais personnellement, tu vois. Donc, c'était cette association-là. D'où ça t'est venu de faire une association pareille? Quand est-ce que c'est à la mort de ton père ou c'était avant ça? Non, c'est venu tout de suite, parce que le premier animal empaillé que j'ai eu, c'est un taureau, puisque je vais aux corridas, et qu'on m'a donné ce taureau à la fin d'une corrida, et je lui ai donné le nom du matador qui me l'a donné. Et puis, je pense que c'est peut-être la mort de ma mère ensuite qui a déclenché vraiment cette avalanche, mais c'est venu assez naturellement. Alors bon, il y a des problèmes, parce que quand j'ai un nouvel ami ou une nouvelle amie, il faut que je trouve l'animal qui convienne, et parfois c'est pas facile. Là, j'ai ma plus proche amie qui attend en vain son animal parce que je le trouve pas, parce que voilà. Et puis parfois je trouve des animaux, mais je trouve pas les gens pour les. Et là, il faut trouver des gens qui occupent cette place, donc ça demande du boulot quand même. Comment est-ce que l'idée d'un projet arrive à ton esprit? C'est un miracle. Il n'y a pas de règle. C'est parfois beaucoup de projets entraînent le suivant. Je veux dire, quand je suivais des gens dans la rue, j'ai suivi un homme dont je souhaitais voir la chambre d'hôtel, donc je me suis fait engager comme femme de chambre. Ensuite, j'ai été lassée de suivre, j'ai voulu être suivie moi-même. Enfin, beaucoup Et puis parfois, c'est la vie, la mort de quelqu'un, le départ d'un autre, la lettre de rupture. Parfois, ce sont des commandes. Donc, réfléchir à un sujet. Mais il n'y a pas de règle. Et puis, c'est pas si souvent que... C'était intéressant pour moi de faire le projet au musée Picasso de tous les projets inachevés, parce qu'il y en avait quand même à peu près 35, et qui était une façon de leur dire au revoir, de dire voilà, ils ont attendu ils ont attendu trop longtemps, je le ferai pas, j'ai l'âge que j'ai, et il faut que je fasse le ménage. Est-ce que la mort Est-ce que l'idée de mourir te fait peur? Oui. Oui. Parce que... je joue avec, mais je ne sais pas si je vais jouer quand elle doit être là, oui. Quand ça me fera pas rire. Oui. Comment est-ce... tu l'as évoqué à la fin en disant que une des raisons pour laquelle tu as accepté, c'était parce que tu te dis chouette, je m'approche du théâtre, je mets... C'est quoi le rapport? Quel est le rapport pourquoi tu as dit ça? C'est quoi le rapport que tu as avec le théâtre? Pourquoi est-ce que il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que j'aime bien l'idée d'avoir un parachute contre l'absence d'idées. Quand j'ai fait La douleur exquise, par exemple, j'ai cherché comment la montrer, ce projet, pendant 16 ans. Et pendant 16 ans, quand je n'avais plus d'idées, je me disais, ne t'en fais pas, il y a la douleur, là, dans un coin. Et ensuite... j'ai découvert qu'il y avait peut-être le piano ou le théâtre. C'était deux rêves absolus de ma vie. Et je me dis toujours, si je n'ai plus d'idées, si j'ai plus rien, peut-être qu'il y aura ça. C'est comme une protection contre quelque chose qui s'arrête. J'ai un piano chez moi, j'ai jamais mis les doigts dessus pratiquement, mais je me dis, si j'ai plus envie de rien, il reste là comme l'objet qui peut me protéger du vide. Et j'ai un petit peu ça vis-à-vis du théâtre. J'ai toujours tourné autour, puisque j'ai commencé par harceler Bob Wilson pendant des mois et des mois, à tel point qu'il a été assez violent avec moi. J'allais partout où il allait, je l'attendais à la sortie du théâtre. Il y a longtemps? Oui, j'avais à peu près... Je l'ai vu la première fois, le spectacle, quand j'avais 17 ans. Ah oui, ok. C'était, je crois, une lettre pour la reine Victoria. Et puis ensuite, je suis allée à New York, mais il venait de partir. Et puis, je l'ai harcelé quand il a fait Avignon, le Einstein on the Beach. Là, je me suis installée à la sortie du théâtre, j'attendais qu'il sorte. Je me suis entraînée pendant des mois à faire le derviche, parce qu'à l'époque, ils faisaient tourner les acteurs, ils tournaient sur eux-mêmes. Alors, j'ai tourné pendant des mois. Et puis, j'ai fini... et puis, j'ai abandonné.
Je l'ai rencontré. Qu'est-ce qui t'attirait Qu'est-ce qui m'attirait Qu'est-ce qui t'attirait dans le théâtre? Enfin, la représentation, le fait, par exemple, comme là, tu sais, moi je t'écoutais, je me suis dit, t'es pas loin du théâtre, en fait. Il suffirait de peut-être, enfin, d'enlever peut-être le bureau ici, de penser l'écran autrement, et puis on. Vas-y. Voilà. Et c'est quelque chose qui, ça te plairait? Oui, ça te plairait. Mais là, je parlais au début de la peur de ne pas être à la hauteur. Là, Oui. je pense qu'elle pourrait me paralyser également. Mais, Ok. donc, il faudra que tu y ailles tout doucement. J'ai appelé Alain Platel il y a quelques années. Il m'a convié, je suis allée en Belgique chez lui. Il avait préparé une scène. Il m'a demandé quelle pièce de théâtre je voulais faire. Je lui ai dit mes funérailles. C'est à l'époque où je voulais faire la mise en scène de mes funérailles. Il m'a dit montez sur scène, allez-y, parlez. Donc j'ai parlé. Et puis ensuite je me suis arrêtée, je l'ai regardé. Il m'a dit écoutez, comme actrice, il me faudrait trop d'années pour vous prendre parce que vous êtes resté complètement figé, mais par contre, savez-vous combien de temps vous avez parlé? Et j'ai dit non, un quart d'heure, une demi-heure. Il m'a dit non, 2h30. Donc j'avais parlé comme un bâton pendant 2h30. Et tu t'en es pas rendu compte vraiment? Du tout. Tu te souviens mais il n'a pas décidé de faire ce que tu viens de me proposer. Oui. Et tu te souviens pas de ce que tu as dit pendant 2h30 ou j'ai parlé de ce que je voyais pour mes funérailles, comment je voulais que les gens interagissent. Je sais pas, je ne sais pas. Ok. Comment est-ce que tu te déplaces en ville? Est-ce que tu te déplaces en voiture, en taxi, en métro, en vélo? Tout ça, sauf le vélo. Tout ça, ah oui. Quand on s'est parlé des jeux qu'on avait dans le métro. Et j'avais raconté à Sophie qu'une des choses que j'aimais bien faire dans le métro, c'était de fixer un inconnu, enfin un des n'importe qui dans le métro, surtout à l'heure de pointe, quand on est très très serrés les uns aux autres, qu'on tient la même barre, de fixer quelqu'un, de prendre quelqu'un presque au hasard et de tout mon cœur l'aimer. Je me mets à l'aimer de tout mon cœur, c'est-à-dire vraiment je me mets à éprouver le plus, je le regarde très précisément, je regarde la bague par exemple, il peut avoir une bague à la main, je me dis cette bague, ça doit être tellement important pour lui, et juste cette pensée-là fait en sorte qu'il devient attachant, je regarde, parfois il est mal rasé, ou bien il y a une coupure, ou bien une jeune femme a un collier, je me dis, où il y a une chemise, je l'imagine dans la salle d'essayage du magasin où elle a essayé sa chemise, je l'imagine en train de se regarder dans le miroir, de s'évaluer, de décider que cette chemise lui va bien, et donc décider de l'acheter. Tout ça me touche, et je me mets à l'aimer de plus en plus, vraiment, à l'aimer avec... Et ce que je trouve, alors à un moment donné, soit c'est moi qui descends, soit c'est la personne qui descend, et je me dis, jamais cette personne, elle ne pourra jamais imaginer, elle ne peut même pas imaginer une seule seconde que là, aujourd'hui, au milieu de cette heure de pointe épouvantable, il y a quelqu'un qui l'a aimé, qui l'a véritablement aimé. Quand on s'est rencontrés, alors tu m'as dit, toi tu faisais un autre jeu qui m'a scotché, est-ce que tu veux bien nous le raconter, parce que je le trouve incroyable? C'est moi qui le raconte. Ouais. Est-ce que tu le racontes bien? Moi, c'est pas vraiment, c'est pas de la même veine. Je me demande dans le wagon qui va mourir le premier. Et je les regarde tous les uns après les autres, et je me dis celui-là, pas celui-là, enfin voilà, moi je joue à ça. C'est drôle parce que une fois j'ai failli mourir en avion. L'avion est vraiment... moi je parlais espagnol et pas ma voisine, j'ai dû la calmer, parce que, enfin j'ai compris, et j'ai calmé après, mais on a vraiment... Et ils nous ont dit, nous allons tenter d'atterrir en espagnol. Donc ça je l'ai entendu. Nous allons tenter... D'ailleurs on a atterri, il y avait des tas d'ambulances, on a atterri ailleurs, pas à notre destination.
Et donc, je ne savais pas, après avoir calmé ma voisine, je ne savais pas à quoi penser. Et j'ai pensé à la nuit que je venais de passer. J'avais passé la nuit avec un garçon que je ne connaissais pas. Donc, je me suis concentrée complètement sur cette nuit, ma dernière nuit, en fait. Puis, finalement, on a atterri, tout allait bien. Et je l'ai appelé, et il y avait un tel décalage entre... Moi, je lui parlais comme c'était... Enfin, je veux dire, je venais de mourir avec lui. Et lui, il se souvenait à peine qu'il avait passé la nuit avec moi. Donc, c'était un petit peu comme toi dans le métro. J'ai vécu ça, oui. Demain, tu commences une exposition, tu as un vernissage. Pas demain, non, 3-4 jours. 3-4 jours. Elle est approchée, je suis revenue ici, je repars. Et cette exposition, ce sont les œuvres que tu nous as montrées? Non, là j'ai choisi un petit échantillon sur la mort. Non, je montre dans d'autres projets. Si, je montre le projet que je n'ai pas montré là sur la douleur. Je montre la dernière image pour les aveugles et puis d'autres projets. Je montre un projet sur les gens plus cinématographiques, des gens qui n'ont... Je suis allée à Istanbul, j'ai cherché... Il y a des gens qui sont tellement coupés du monde, coupés de tout, qu'on les décrit pratiquement comme des gens qui n'ont jamais vu la mer. J'ai découvert ça un jour dans le journal. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la montagne au-dessus d'Istanbul, et certains sont âgés. Ils n'ont jamais eu la possibilité, n'ont jamais vu la mer, alors qu'ils sont à quelques kilomètres. Donc, j'ai invité une quinzaine d'entre eux que j'ai emmenés voir la mer. Je leur ai demandé de regarder la mer. J'ai fait ça avec une cinéaste, avec Caroline Champetier, parce que je ne pouvais pas demander aux gens de regarder la mer pour la première fois et de refaire 4 prises. Donc il fallait être sûr que... Et je leur ai demandé de se tourner vers moi au dernier moment pour me montrer ce regard qui venait de voir la mer pour la première fois. Donc c'est un petit peu le contraire d'ici. Cette fois, c'est une première fois et pas une dernière. Je suis plus accoutumée aux dernières fois qu'aux premières. Est-ce que... quels sont les sentiments que tu n'aimes pas éprouver? Les sentiments que je n'ai pas éprouvés? Oui. Est-ce qu'il y a des sentiments? Parfois, les situations nous font éprouver des sentiments et on... Il y a un sentiment... j'ai voulu faire un travail sur un sentiment que j'ai éprouvé, mais pas autant que mes amis, qui est la colère. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que je n'étais pas assez en colère. Et j'ai interviewé des gens, et des amis proches, pour voir pourquoi ils étaient tellement plus en colère que moi. J'ai pensé longtemps que ça me manquait, que ce serait un moteur pour des tas de choses. Moi, si quelque chose ne va pas, j'ai les pleurs, j'ai la tristesse, mais il me manque... je suis en colère comme tout le monde, mais pas assez pour en faire quelque chose. Donc j'ai interviewé, il y en a plusieurs qui m'ont déconseillé, qui pensaient que la colère n'était pas un moteur, mais plutôt un handicap par rapport à un projet, qu'elle les paralysait plus qu'elle ne les aidait. Je pense pas, je persiste à penser qu'un petit peu plus de colère me conviendrait, mais bon. Donc ça, c'est un sentiment, pas que je n'ai pas, mais dont j'ai voulu à un moment donné. Sinon, je ne sais pas, mets-moi sur une piste. Comment ? De sentiments manquants. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? Toi ? Comme sentiment. Sentiment. Ben, je ne saurais pas dire ce qui te manque, mais, oui. Mais je sais Qu'est-ce qui te manque ? Ben, moi, ce qui me manque. En termes de sentiments, je dirais. Qu'est-ce qui me manque en termes pas de facile, sentiments ? Hein ? Non, c'est pas facile. Mais, je dirais ce qui me manque, c'est l'empathie immédiate. L'empathie, elle me demande du temps. Et parfois, j'aimerais bien qu'elle soit immédiate. J'ai des amis, j'ai quelques amis, j'ai une personne en tête, quelqu'un qui m'est très cher,
qui a une empathie immédiate. Et ça m'impressionne et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont de l'empathie. J'ai de l'empathie, mais ça me demande un chemin. Et ça me demande un chemin parce que ça me demande un chemin de sortir de moi, de me quitter moi-même, d'arrêter de... Parce que je suis tellement auto-centré que pour arriver à sortir de ça, et ça parfois ça me manque, ça m'épuise. Tu vois. S'il y avait un... Je veux dire, mettons, ce serait la dernière question, puis voilà, pour terminer, s'il y a un verbe, quel est le verbe que tu aimes? Est-ce qu'il y a un verbe que tu aimes? Celui que tu as choisi pour moi, mourir. Ne pas mourir. Ne pas, oui, voilà, exactement, c'est ça que j'allais dire. Bon, Sophie... Non, plutôt comme dire, mourir, oui. Ne pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Écoute, merci infiniment de tout ce que tu nous as offert. Merci beaucoup. Merci.